Vous suivez Dites-moi tout, cette émission circonstancielle qui revient sur soit l'actualité, soit les événements. Et puis il faut dire que l'émission est assez exigeante parce qu'il faut que je reçoive que des professeurs ou bien des acteurs majeurs de la société. Et là, je reçois le prof Voto. Le prof Voto, vous le connaissez, c'est d'abord à la base un journaliste, mais en même temps professeur. Il enseigne cet art de communication, cet art d'enseigner, cet art d'informer, et ainsi de suite. Et puis il est dans les tribunes, et ces tribunes, tout le monde là. Tout le monde aime cette tribune, tout le monde lit cette tribune, moi aussi. Il est collaborateur du professeur docteur Denis Mukwege, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau de Dites-moi tout pour une fois. Encore une fois, monsieur le professeur, mes civilités, comment allez-vous? Ça va très bien, merci de l'invitation. Alors, monsieur le professeur, là, sur ma table, nous avons une question de Christophe Boltanski qui parle de minerais de sang, les esclaves du nouveau monde moderne. Et si je place l'actualité, c'est cette histoire de Minembwe. On n'en parle peut-être pas beaucoup, mais il y a des gens qui vivent le cauchemar. Ça fait 20 ans où il y a une scène, certains se victimisent, d'autres accusent les autres, mais le Congolais dans son ensemble, l'intellectuel est silencieux, la politique est silencieuse, l'histoire même se tait. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Minembwe? Peut-être pas pour moi personnellement, mais pour le Congo, parce que comme vous l'avez dit, ça fait plus de 20 ans. Moi, j'ai dit que ça fait plus d'un quart de siècle, parce que si vous faites les calculs, de 96 à 2019, ça fait pratiquement 23 ans que ce pays est en guerre. Et depuis que je suis cette histoire de Minembwe, je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas le même scénario qui répond, sans que la première guerre occasionnée dans les mêmes circonstances n'a pas encore, n'est pas encore terminée? Je me souviens que cette guerre que subit le Congo injustement aujourd'hui est partie de ce qu'on a appelé à son temps la révolte de Bayamouning. Souvent quand on parle de ça, on brandit l'AFDEL. Ce n'est pas l'AFDEL qui a commencé la guerre. C'est pas l'AFDEL qui a commencé la guerre de 96. La guerre de 96, j'étais étudiant. Ceux qui étaient au Congo savent que la guerre a commencé par ce qu'on a appelé la révolte de Banyamulenge. Et ce sont ces mêmes groupes ethniques qui sont pas de Munembwe aujourd'hui. Donc, c'est un groupe ethnique, Banyamulenge, ils se sont fait appeler Banyamulenge. En fait, ce sont des Tutsis qui parlent Kinyarwanda, qui vivent au Congo depuis un certain temps. Alors, ils n'étaient pas en harmonie avec leurs voisins. C'est bien que l'autorité provinciale de son temps leur a demandé, parce qu'ils ont pris les armes, leur a demandé, vous êtes des civils, vous n'avez pas le droit de prendre des armes. Si vous prenez les armes, ou vous êtes Congolais, vous vivez comme tous les autres Congolais, vous vous pliez aux lois du pays, ou alors vous êtes des Congolais à part. Donc, alors, mais pourquoi la cohabitation pose un problème? Parce qu'il y a des Congolais qui vivent en France, qui ont eu la nationalité française. Il y a des Congolais qui sont en Angleterre, ils ont la nationalité anglaise. Mais pourquoi il n'y a pas de problème? Pourquoi il y aurait des problèmes ici au Congo avec ceux qui ont été reconnus Congolais? Il y a un article unique même de la Constitution, je veux dire, d'un journal officiel publié en 1900, à l'époque de Mobutu, je ne me trompe pas, qui conférait la nationalité à tous ceux-là qui étaient venus demander la nationalité congolaise. On leur a accordé la nationalité, mais cela ne veut pas dire qu'ils avaient tout de suite nos terres, tout de suite nos richesses et tout ça. Alors, je termine ces rappels historiques, parce que c'est important. Donc, lorsque nos frères Banyamulenge prennent les armes, c'était d'abord au niveau provincial, et ça n'a pas harmonisé. Ils n'ont pas voulu déposer les armes, et c'est là où a commencé la première attaque de l'Éméra. Et c'est quand, en fait, l'AFDEL a été créé après les attaques de l'Éméra. L'attaque de l'Éméra a eu lieu le 6 octobre, je crois. L'AFDEL a été créé plus tard, autour de 20-24 octobre, 2-3 semaines après. C'est parce que quand ils ont pris les armes, les gens se sont rendus compte que mais non, mais c'est pas normal, c'est un groupe ethnique, mais c'est à l'époque ils ont le même visage, ils ont le même visage, ils parlent la même langue. Voilà, la même langue, et qui se reconnaît davantage au Rwanda. Et les gens disent non, on a dit non, non. Et le gouvernement, le gouvernement Mobutu, à l'époque, dit non, mais parce qu'on m'a dit non, conflit ethnique. Non, ce n'est pas conflit ethnique, ce sont les Rwandais qui nous ont attaqués. Et quand on dit ce sont les Rwandais, c'est alors qu'ils vont aller, ils vont récupérer Laurent Désiré Kabila, qui était fatigué de la rébellion, qui faisait ce trafic, tout ça. On va le rappeler pour qu'il porte le mouvement. C'est alors qu'on créa l'AFDEL. Donc, il faut dire que ce sont pratiquement les mêmes circonstances.
qui reviennent. C'est un groupe ethnique qui n'harmonise pas avec le voisin. Et les voisins, la différence c'est qu'aujourd'hui, les voisins sont plus conscients, après avoir vécu près d'un quart de siècle, une guerre. Et vous savez que cette première vague-là, aujourd'hui, ils ont pris les armes, ils sont arrivés avec l'AFDEL à Kinshasa, ils n'ont pas harmonisé, ils sont rentrés, ils se sont reconvertis à NRCD, ils se sont reconvertis à M23, ils se sont reconvertis à autant de mouvements jusqu'aujourd'hui, au CNDP, à M23 jusqu'aujourd'hui. Ils sont partout dans l'appareil de l'État, ils sont partout, surtout dans l'armée. Et cette population... Dans la sécurité aussi. La sécurité, et les voisins qui se sentent en insécurité parce que ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas cohabiter harmonieusement parce que les autres ont la force, leurs terres sont en danger. Et puis cette affaire de faire de Minembwe un territoire. Parce que cette affaire a trouvé une résistance. Les Maïmaï et les autres, je veux dire, les Babembe et les Bafuliro, c'est des gens qui se sont opposés. Parce que c'est en 1997-98 que l'on instaura cette histoire de territoire avec le RCD et tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rappel d'abord historique que c'est le RCD qui ont milité pour que l'on puisse transformer les communautés qui étaient là en territoire? Oui, ben c'est ça. Commune, si vous voulez. Oui, c'est la démarche du RCD, mais c'est ce que je dis que cette révolte de Bamoulin s'est convertie en AFDEL, s'est convertie en RCD, s'est convertie en CNDP, s'est convertie en M23. Donc, ce sont toujours, ça revient de façon cyclique. M23 est revenu 2 fois. Voilà. M23 de 2001, justement, M23 de 2000. Justement, donc ça devient cyclique, et c'est pourquoi je crains que ça doit encore être... que ça pourrait encore être un autre mouvement qui veut se mettre en place, malheureusement. Et le problème, c'est que maintenant, les autres ethnies dans les environs ont pris conscience qu'ils sont en danger, et depuis plusieurs décennies, ils se sont reconstitués aussi en groupe de résistance, groupe d'autodéfense, comme ils le disent, pour défendre leur terre, pour défendre leur peuple. Je reviens sur ma question d'entrée, c'est la question de savoir pourquoi il y a un problème de cohabitation dans cette partie de Minembwe. Pourquoi les Angolais qui vivent, je dirais le Bazombo, on n'a jamais de problème avec les Zombo qui viennent de l'Angola, on n'a jamais de problème avec ceux qui viennent de Centrafrique. Pourquoi seulement à Minembwe? Pourquoi seulement dans cette partie, dans le Kivu, que ceux qui sont venus veulent prendre nos terres? Pourquoi? Non, il ne faut pas déprendre nos terres parce que, au fait, ces populations ont toujours vécu ensemble. Pendant toutes ces années, les Bamoulés ne sont pas venus aujourd'hui. Oui. Pendant toutes ces années, ils ont toujours vécu ensemble. Et ça n'a pas, pendant toute cette période de Mobutu, ça n'avait pas posé de grands problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est que, on ne le dit jamais assez. Cette région-là, elle est riche. Cette région-là, elle est riche, donc, comme tous les Kivu d'ailleurs, jusqu'au nord Katanga, malheureusement pour nous, nos richesses sont étalées sur la frontière, depuis le nord, depuis pratiquement la province orientale jusqu'au Katanga. C'est là, c'est cette colonne-là, il y a des richesses minières, ou pas des richesses minières. Alors, beaucoup de gens, que ce soit la communauté internationale, de firmes internationales notamment, et que ce soit les pays voisins sont conscients que ça, c'est de la richesse, c'est de la mine d'or facile, parce que les Congolais ne sont pas conscients, parce que les Congolais sont naïfs, on peut s'en accaparer. Donc, il y a d'une part, de la part de firmes internationales, cette ambition de pouvoir exploiter, voler au fait ces richesses. Et, vous savez, les capitalistes, il n'y a pas de loi, donc pour eux... Pas de morale. Pas de morale. Le plus important, c'est s'enrichir. Et depuis, ils ont trouvé les sous-traitants. Ils ont trouvé à Kigali un sous-traitant. Et comme... On dit aussi... Un peu, mais davantage Kigali. Mais comme Kigali a un double intérêt. Non seulement Kigali a aussi des ambitions économiques, parce que s'ils exploitent les coltans, tous ces minéraux-là, aujourd'hui Kigali a des usines de traitement de coltan, de traitement de tous ces produits-là, et il en bénéficie. Et d'autre part, Kigali a son problème, le problème d'exécuter, le problème de vouloir s'étendre un peu. S'étendre un peu. Mais aussi sur fond de vouloir créer une entité monocolore. Voilà.
Voilà. Donc, pour les Rwandais, c'est quand même les Tutsis et les Hutus. Les Hutus sont majoritaires. Les Tutsis ont pris le pouvoir depuis Kagame. Mais ils ont toujours l'ambition d'avoir un pays où ce sont les Tutsis qui dirigent. Ils ont cette ambition de diriger. Ce qu'ils appellent Tutsi Power. Tutsi Power. Et ils ont réfléchi déjà à des projets de Tutsiland, des pays où on aura les Tutsis, la suprématie. Pas un pays, peut-être pas exclusivement Tutsi, mais en tout cas la suprématie des Tutsis. Et comme il y a à côté un pays vaste, il y a des richesses dont les gens ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients, ils ne se sécurisent pas, il n'y a pas une armée forte, il n'y a pas une administration forte. Alors pourquoi pas? Vous voyez, donc nous sommes là victimes entre deux ambitions, des ambitions économiques, mais des ambitions hégémoniques. Ça, il ne faut pas se les cacher, les Congolais doivent être conscients de ça. Alors, donc, mais revenons maintenant, monsieur le professeur. Vous posez le problème de cohabitation. De cohabitation. Pour les Congolais, l'ANDA, ça n'a jamais posé problème. Parce que sur toutes les frontières, on a les mêmes réalités. On a 9 pays. Le problème, c'est que nos frères, parfois, se reconnaissent plus aux voisins qu'à leur pays, le Congo. Il y a ce paradoxe. C'est vrai qu'ils parlent la même langue que les autres, mais ils ne sont pas les seuls. Partout, aux frontières du Congo, on partage la même langue que le pays voisin. Mais eux, ils ne s'intègrent pas. Alors, le Banyamulenge, ils ne s'intègrent pas. Sont-ils des Rwandais ou des Congolais rwandais? Ça, c'est une question historique. Le grand problème, ce n'est pas la question d'aujourd'hui, ce n'est pas la question de nationalité collective ou tout ça. Je crois le grand problème, c'est de savoir vivre avec l'autre. Vivre avec l'autre. Je ne pense pas que les Congolais, aujourd'hui, leur grand problème, c'est de savoir si tel est Congolais, tel n'est pas être Congolais. Parce qu'il y a même d'autres qui ne sont pas de cette frontière-là, qui vivent avec nous, on sait qu'ils viennent d'arriver, ou bien... Mais nous vivons avec des métis ici, qui ont des pères blancs, ça pose... ou bien mères blanches, ça pose aucun problème. Le problème, c'est pas le problème, c'est peut-être vouloir vivre en harmonie. Alors, mais pourquoi cette partie, pourquoi ce coin de Banyamou, enfin, disons, je devais dire, pourquoi cette communauté pense être victimisée, pense être maltraitée. Et on vend ça au niveau international. On nous impose des concepts comme cette histoire de communauté, cette histoire de génocide, cette histoire de massacre. Et bref, on a comme l'impression qu'il n'y a que les Banyamulenge qui ont des problèmes et les autres communautés n'en ont pas. Je veux dire, les autres ethnies n'ont pas de problème. Non, mais les problèmes, il y en a partout. Le problème de conflit ethnique, c'est pas seulement dans l'Est. Ouais. À l'Équateur, ces derniers temps, vous en avez parlé. On a parlé des Niélés. Des Niélés, tout ça. Mais il y a aucune... même à l'Équateur, chez moi, dans le nord Ubangui, dans le sud Ubangui, il y en a eu des conflits interethniques. Mais tous, on sait que ça commence, on sait que ça va finir. Ouais. Même les ethnies qui rentrent en conflit, ils savent que ça chauffe, mais dernièrement, à Nyumbi, c'était le même problème. Mais on sait que ça va se terminer. Mais pourquoi une communauté... Ça va se terminer. Mais le problème... Pourquoi une tribu, pourquoi une ethnie n'est pas présentée comme victime? Pourquoi nous trouvons des solutions où les chefs coutumiers trouvent des solutions, ça passe? Mais pourquoi sur la question de Minembwe, ça fait 23 ans qu'on parle de la même chose? Parce revient sur ce que vous dites, peut-être qu'il y a un plan caché. Non, parce que ça devient un fonds de commerce. Un fonds de commerce politique. Oui. Ça devient un fait de commerce politique. Ça a marché, ça a très bien marché au Rwanda. Toute la politique de Kagame, c'est ça. Ça a très bien marché. Vous savez, nous sommes dans un scénario qui se répète. Ça a commencé au Rwanda. Conflit entre Hutus et Tutsis. Et les Hutus prennent le pouvoir, ils sont plus forts. Au lendemain, ils sont les plus nombreux. Au lendemain de l'indépendance, les Tutsis doivent partir un peu, même déjà avant l'indépendance. Dans ce lot-là, il y a Kagame, qui se retrouve en Ouganda. Et il grandit en Ouganda, il est parti à Ouganda pratiquement avec autour de 4 ans. Il grandit dans cette ambiance-là, dans cet environnement-là, où il est en exil. Et quand il grandit, il est dans l'Ouganda, il rencontre, il rencontre le mouvement de l'actuel président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui, comme rebelle, il recrute tout le monde comme tout rebelle. Et il recrute, entre autres aussi, ces Tutsis du Rwanda, dont Kagame. Et Kagame évolue dans l'armée, dans le mouvement de Yoweri. Yoweri vient aux affaires, il prend le pouvoir, et Kagame travaille dans l'armée ougandaise, au service de renseignement. Vous voyez? Et c'est en tant que tel, c'est dans ce cadre-là qu'il subit la formation aux États-Unis. Vous voyez? Et il revient dans cette logique, il doit se battre pour rentrer au pays.
Et ça lui sourit, ils se battent, ils rentrent au pays, on connaît les circonstances, Abiyarimana est mort, ils rentrent au pays. Vous voyez, c'est déjà une expérience où on est dans un pays voisin, on est soutenu par un allié qui vous donne les moyens, qui vous forme, et vous arrivez, vous prenez le pouvoir, vous êtes au pouvoir. Il prend le pouvoir, il est vice-président, et finalement, il est président. Mais ça, c'est une expérience qu'ils ont vécue. Et ça donne des idées. Et dit, mais pourquoi pas tenter l'expérience au Congo? C'était ça. On dit, ok, puisque Mobutu aussi, d'ailleurs, raison de plus parce qu'il y a un grand espace, Mobutu Kinshasa c'est loin, Mobutu est affaibli, pourquoi pas. Et ils s'organisent de la même façon, on recrute le rang des élèves Kabila, on traverse la frontière, on les pourchasse, on pourchasse l'armée de Mobutu jusqu'à Kinshasa, on installe. Mais toujours avec la même formule, c'est cette communauté qui était en Ouganda, qui a traversé le Rwanda, qui a pris le pouvoir, qui s'organise, qui traverse le Congo et qui prend le pouvoir. Vous voyez? Donc ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête. Mais je crois que les Congolais vont être très d'accord avec nous si nous expliquons à ces mamans, à ces parents, à ces enfants, qui sont les Banyamulenge. Selon certains auteurs, ils disent que les Banyamulenge viennent de Mulenge. Pourtant, Mulenge, nous connaissons, c'est un territoire congolais. Donc, ils viendraient de là, ils seraient de là. Est-ce que ce n'est pas déjà une falsification de l'histoire, tout simplement? Non, mais les motailles ne génèrent pas les hommes. Oui. Au Congo, dans nos traditions, on reconnaît les peuplades par leurs parents, les enfants d'eux. Les motailles ne donnent pas des enfants. Donc, ça, c'est autre chose. C'est une falsification de l'histoire. Non, mais c'est... Bon, ils ont voulu... se tropicaliser. Voilà. Ils ont voulu se tropicaliser, ils ont voulu avoir une dénomination autochtone du Congo. Mulenge, c'est une montagne qui existe. Mais là, il y a un problème parce que au Congo, les peuplades sont identifiées par la langue, ou soit par les parents. Ou même par les noms. On a des noms qui sont typiquement les nôtres. Oui, mais Mulenge, c'est un nom. Oui, Mulenge, c'est chez nous. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une confusion qu'on veut s'aimer finalement. Est-ce que c'est pas des Rwandais? Non, non. Parce que là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est que dire Rwandais ou Congolais. Non, là n'est pas le problème. Les peuplades de Tutsi ont été délocalisés au Congo depuis avant l'indépendance. Oui, mais... Voilà. Oui, depuis avant l'indépendance. Donc, même au milieu de Bayamulenge, il y en a qui ont été déjà là avant 60. Ça, il faut être... On est d'accord, ils ont la nationalité congolaise. Ouais. On est bien d'accord, mais sont-ils d'origine congolaise? Parce qu'aujourd'hui, vous, quand vous allez aux États-Unis, vous avez la nationalité américaine, vous dites clairement que je suis américain, mais d'origine congolaise. Pourquoi eux ne disent pas qu'ils sont congolais d'origine rwandaise? Non, on ne peut pas remonter jusque-là parce que moi, je suis congolais d'origine soudanaise. Mais quand je dis d'origine, ça remonte à 1700. Ouais, on ne peut pas remonter à ça. Vous reconnaissez ça, parce que moi je suis congolais d'origine congolaise, je n'ai rien à voir avec le Centrafrique ou Soudan. Non, non, si on remonte, on trouvera non, si on remonte, on trouvera toujours que tu es d'origine de quelque part. Oui, si on remonte chez eux, on retrouvera ça. Est-ce que ce n'est pas la manipulation finalement dans laquelle on est tombés tous? Non, non. Pourquoi les Français ne sont pas d'origine allemande, d'origine là-bas? Pourquoi ça ne remonte pas? Non. C'est seulement en Afrique que ça doit remonter. Non. Je n'ai jamais vu une Chinois avec une généalogie qui viendrait certainement de quoi que ce soit. Non, on peut pas toujours dire. On peut pas toujours dire. Non, quand on dit d'origine, c'est-à-dire que tu as acquis la nationalité à l'âge adulte. Oui. C'est pas ça le cas de Bayamulenge ici. Je parle d'une manière globale. Il y a des individualités qui ont rejoint les autres après 60 ou à l'occasion de la guerre de nos ancêtres, de nos ancêtres. Oui. Donc il y a des gens qui sont... Ça, c'est des cas particuliers. Mais d'une manière générale, il y a des Tutsis qui ont été déportés au Congo. Déjà, la première vague, ça remonte autour de 1932. 1932, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui était au Congo en 1932, dire aujourd'hui qu'il n'est pas congolais. Il y a même... D'autant plus que la loi dit qu'est congolais toute personne dont les ascendants étaient sur le territoire congolais à partir de 1960. Nous, Solis. Donc ça, moi, je n'entre pas dans ce débat-là. Donc mon problème, ce n'est pas que congolais ou n'est pas congolais, non. Et même les voisins de Minembwe, de ces régions-là, ils savent qu'ils ont toujours vécu avec les Tutsis. Avant, ça n'avait jamais posé problème. Les dissensions, ça existe. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas assez de forces. Oui. Aujourd'hui, qu'ils ont des forces, ils ont des représentations. Les problèmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les autres peuplades de la région soupçonnent nos frères d'avoir d'autres ambitions. Un,
ils ont pris en otage l'armée nationale, ils sont dans toutes les sphères de commandement. Si le commandant est d'une autre province, le commandant adjoint est forcément un Moya Moulengue, ou le chef d'état-major, ou le commandant chargé des opérations, ou alors il est commandant. Alors, ça, ceux qui sont de la province sont conscients de ça. Ils sont conscients que cette armée congolaise, pourquoi ils s'organisent en autodéfense? Parce qu'ils se rendent que cette armée congolaise, qui devrait les protéger, eux, en tant que population, c'est commandé, c'est à la plupart par ces frères-là, qui prennent fait et cause pour eux. Alors, cette population de cette région-là n'a plus confiance à cette armée, les FARDC, qui devrait les protéger. Et qui ne le fait pas malheureusement. Oui, vous avez appris, dernièrement le président Tshisekedi a pris un accord avec les pays voisins, donc on va constituer une armée frontalière, donc une force conjointe, Burundi, Rwanda, Ouganda, Congo, pour combattre les groupes armés. Oui. Mais quels groupes armés? Donc ce sont les Maïmaï. Alors pourtant les Maïmaï sont des autochtones qui voilà, alors à ce moment-là, ils se sentent visés, ils n'ont plus confiance à cette armée. Ils disent, ah bon, donc notre armée va prendre des armes contre nous parce qu'ils sont avec les autres, parce que c'est une armée qui est commandée, manipulée par les autres. Ils n'ont plus confiance. Et on va pas résoudre le problème. Mais est-ce que le président Tshisekedi n'est pas tombé dans le piège? Parce que nous savons tous de l'origine de ces groupes armés. On connaît tous d'où ils viennent, ces groupes armés, pour la plupart des cas. Mais ici, il s'agit des Maïmaï qui pensent que le gouvernement congolais prend la position de manière Moulengue, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas une accusation? Le président Tshisekedi vient d'arriver, oui. Mais je n'ai pas encore, il a été à Béni, mais je n'ai pas encore suivi au Sud Kivu, là où il a pris des initiatives de dialogue. Moi, je n'ai pas entendu ça. Plutôt, j'ai entendu qu'on va mater les groupes armés. Mais ces groupes armés, c'est des Congolais. Et leur discours, pas toujours. Le M23 n'est pas congolais, le CNDP n'était pas congolais, il y a bien d'autres groupes. Non, quand on parle de groupes armés, ce n'est pas le M23, ça c'est des rébellions connues. Ces groupes armés, pour la plupart, d'une part, ce sont les autochtones congolais, d'autre part, il y a les Hutus. Oui. Donc, lorsque ces forces conjointes vont se déployer dans les Kivu, ils ont deux adversaires essentiels. Les groupes d'autodéfense, il y en a beaucoup, il y a une centaine. Et puis, d'autre part, il y a les Hutus, qui sont là depuis plus de 25 ans. Voyez-vous? Dans le nord, Béni, tout ça, il y a les LRA, c'est pas... Qui veulent en finir avec le régime du Rwanda aussi. Il y en a des gens comme ça qui ont pris le Congo comme une sorte de base arrière pour attaquer le Rwanda. Alors le problème maintenant, il y a deux problèmes. Donc si cette armée conjointe, ces forces conjointes se déploient pour attaquer les groupes armés, ils s'attaqueraient aux Congolais, hein. Oui, mais c'est des Congolais. Aux Maïmaï. Aux Maïmaï, qui, eux, ils pensent qu'ils gardent leur terre. Parce que l'État ne les protège pas. Exactement. Et ils soupçonnent qu'on veut les chasser de leur terre. Parce qu'ils en ont l'expérience. On vient, on les attaque, on les chasse, ils fuient, ils n'ont pas d'armes. Mais quand ils reviennent, ils trouvent que leur village est redevenu une mine. Oui. C'est devenu une mine. Et puis, on exploite parce qu'on a sondé. Voilà. Parce qu'on a sondé les sols. On a trouvé que les sols, ces villages et les environs, les champs sont riches en minerais. On trouve un prétexte, on les chasse et on transforme leurs villages et leurs champs en mines. Alors ils se disent, on doit se défendre. Donc aujourd'hui, si ces forces conjointes de 4 pays ou je sais combien, ils vont s'attaquer à ces gens-là, c'est des Congolais. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. De deux, ils vont s'attaquer aux Hutus. Je vous rappelle que parce que les Hutus, c'est le gouvernement, c'est aussi des organisations politiques. C'était des gens qui étaient au pouvoir. Qui appartenaient au clan de... comment on appelle encore le président rwandais qui est décédé. Il y en a qui sont encore au Congo, il y en a qui sont en exil. Et ils s'organisent, ils ont une armée, ils ont la branche politique qui s'organise. Et la branche politique a fait des communiqués, des déclarations pour dire ils sont contre ces forces conjointes parce qu'ils se sentent en danger. Vous savez qu'on ne le dit pas, mais l'histoire doit le rappeler. Il y a eu génocide de Hutus dans ce pays, lorsque l'AFDEL a commencé. C'était une importation. Ils ont importé ça venait de là et puis ça venait... Oui, non, j'ai pas de fait historique. Okay. Les Hutus ont été tués dans l'Est, les Hutus ont été pourchassés jusqu'à Mbandaka. Oui.
En passant par Kisangani voilà, et tout jusqu'à ça. Mbandaka. Oui. Et ils craignent que cette expérience malheureuse revienne avec ça. Parce que lorsque l'armée rwandaise va rentrer, c'est vrai, on va dire, on veut sécuriser le Congo, on veut sécuriser les frontières, on va sécuriser de tout. Et quand l'armée rwandaise, essentiellement, tout sera en face des Hutus, ils vont les exterminer. Parce que Kagame va en profiter pour en finir une fois pour que son régime ne soit pas en danger. Et ça, c'est Kabila, c'est Tshisekedi qui va assumer. C'est ce qu'il va assumer parce que Kagame va amener son armée au Congo sous l'étiquette d'une force conjointe. Kagame ne va pas assumer ça, pas du tout. Il ne va pas assumer ça. Donc, je me demande si le président Tshisekedi est conscient de ça. Si le président Tshisekedi est conscient du risque qu'il prend que des populations de cette région-là se retournent contre lui parce que lui qui devrait les protéger, il va inviter les armées étrangères pour s'attaquer à eux. Alors il va éviter le bourreau, voilà, le même bourreau. Je termine. Alors qu'il devrait d'abord tenter la voie du dialogue. Parce que dans toutes nos provinces, il y a toujours eu des problèmes entre ethnies. C'est ça qui devait privilégier, la voie du dialogue. J'ai entendu, j'ai suivi le communiqué de mon frère Nyarugabo, qui dit qu'ils ne participeront pas au dialogue. Je dis, mais s'ils ne veulent pas participer au dialogue, ils veulent prendre quelle option? L'option des armes. Oui, bien sûr, c'est clair, il a été clair. Il a, dans ce même point de presse, il a incriminé le Maï Maï comme si ce n'était pas des Congolais. Il traite les Maï Maï comme des ennemis de la République, les ennemis de la paix. En tant que journaliste, je suis totalement effaré. Mais s'ils sont des ennemis de la paix, la voie, c'est le dialogue d'abord. Alors, vous faites quoi les Maï Maï? Vous les exterminez? Il faut les exterminer, il faut les arrêter, il faut les chasser. Les chasser où, on ne sait pas. On ne dit pas où. Les Maï Maï sont conscients qu'au moins, et les Bayamouleng ont le bénéfice de l'appui des autres, et notamment du gouvernement congolais et des pays voisins. Et c'est ça qui fait problème. Je crois qu'il faut privilégier la voie du dialogue. Tout le monde a intérêt, qu'il soit Bayamouleng, qu'il soit Maï Maï, les Congolais, même les pays voisins, qu'on privilégie la voie du dialogue. Parce que ça fait quand même près de 25 ans qu'on est dans cette logique-là. Même nos frères Maï Maï, ils doivent savoir que ça fait 25 ans qu'ils se battent. Ils n'ont jamais trouvé solution durable. Nous avons besoin d'une paix durable. Est-ce qu'ils ne sont pas tous dans les extrémités finalement? Parce que lorsque vous entendez les gens de Maï Maï, il faut que le Banyamulenge parte. Lorsque vous entendez ceux de Banyamulenge, ils disent que le Maï Maï doivent partir. Finalement, on ne sait pas. Est-ce que le temps n'est pas là aujourd'hui pour se donner la place à la paix, la place au dialogue, au lieu de prendre les options des armes, ainsi de suite? Je crois que c'est la voie la plus avantageuse. Mais est-ce que les Nyamulenge vont accepter cela? Parce qu'ils disent clairement qu'ils n'ont pas besoin de la paix. Mais non. Parce que, monsieur le Président, s'il vous plaît, les Banyamulenge pensent que la paix n'existera pas. En fait, il n'y a pas besoin de paix, il n'y a pas besoin de dialogue. Il faudrait que les Maï Maï quittent le territoire parce que c'est eux le problème. Ceux de Maï Maï estiment qu'ils ne peuvent pas aller au dialogue parce qu'ils ont déjà fait ça plusieurs fois. Ça ne marche jamais. Ils prétendent avoir la paix, mais après, ils se retournent contre eux. Comme vous-même vous avez dit, ils fuient quand ils reviennent, tout a changé, ils n'ont plus le droit, ils deviennent des étrangers sur leur propre sol. Est-ce que là, le problème n'est pas aussi complexe qu'on le croit? Le problème est justement très complexe. Bossembe, la paix, il n'y a que deux voies, de par l'histoire, pour gagner la paix. Soit c'est par le dialogue, d'où la diplomatie, quelle que soit la forme, soit par les armes. Et nous sommes dans une logique des armes depuis 25 ans. Depuis que les Hutus ont traversé la frontière, depuis 25 ans, on est dans la logique des armes et le Congo a manqué la paix dans la région. Est-ce qu'il faut continuer par là? Maintenant que Tshisekedi arrive, ne doit-il pas privilégier le dialogue? J'ai entendu qu'il a travaillé pour réconcilier Kagame et Museveni. Mais ça, c'est plus loin. Mais chez lui, ne doit-il pas descendre dans le Kivu, parler avec le chef coutumier, parler avec ces jeunes gens, les Maï Maï, parler avec les Banyamulenge, parler avec Kagame, parler avec Museveni pour que la paix revienne? Je crois que la voie du dialogue coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ça épargne des vies humaines. Les gens peuvent parler à un moment, mais lorsqu'il n'est pas dans la logique du dialogue, lorsque Nyarugabo n'est pas dans la logique, comme je me demande, c'est qu'ils veulent. Ils veulent toujours la logique des armes, la logique d'imposer les armes. Alors, où est M. Nyarugabo? Parce qu'aujourd'hui, il parle pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui arrivent à Minembwe, les Banyamulenge et tout ça. À partir de quand un ministre d'un gouvernement parle pour une communauté, il n'est pas ministre. Ou il parle pour une tribu. Il est député. Pardon, député, mais
un représentant du peuple, je veux dire, de la population. Il est représentant de la population, son mandat est national. Mais à partir de quand une autorité congolaise, c'est ce que je voulais dire, une autorité congolaise parle pour le compte d'une seule communauté qu'il appelle communauté, alors que quand il y a un problème à Yumbi, ils ne parlent pas, on ne les entend quasiment pas. Quand il y a un problème au niveau de Niélé, on ne les entend pas. Quand il y a un problème au niveau de Beni, de Goma, aussi proche là-bas, ils n'en parlent pas. Mais pourquoi ils veulent parler quand il s'agit de Minembwe? Et puis c'est l'horaire de fois où nous entendons même le ministre de la décentralisation parler. Bon, c'est pas une mauvaise chose en soi qu'il parle lorsque les Bayamuleng sont en danger, comme ils le disent, ou bien sont inquiétés. Parce que les Bayamuleng, c'est sur le territoire congolais, comme vous l'avez dit, il est député national, il a donc un mandat national. Ce qui gêne, comme vous dites, c'est le silence lorsqu'il s'agit d'autres. Je crois que, je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas si c'est le mandat ou le mandat d'avant, Nyamugabo était sénateur de Kinshasa. Oui, il était sénateur. Il était sénateur de Kinshasa. Oui. Non, Nyamugabo était ministre d'abord. Il était ministre des Sports. Je ne sais pas de Nyarugabo. Oui. C'est pas Nyarugabo qui a parlé, c'est plutôt Nyamugabo qui a parlé. Non. Oui. Non. Moi, je n'ai pas cette information-là. Moi, je parle de Nyarugabo. Oui, Moïse Nyarugabo était sénateur. Oui. Oui, mais c'est lui qui a parlé. Ici. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui, c'est Nyarugabo qui a parlé. Nyarugabo était un sénateur élu de Kinshasa. Et pendant qu'il était sénateur élu de Kinshasa, il y a eu des charniers à Kinshasa. On a enterré des gens dans de fausses communes à Maloukou. On ne l'a pas entendu parler. Quand vous dites partout, il y a eu des problèmes. On n'a pas entendu parler. Et c'est justement, lorsqu'il parle aujourd'hui, il a le droit de parler. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'est taisé pendant qu'il y avait de sérieux problèmes, et il parle aujourd'hui, ça donne l'impression que... voilà, c'est la corde sensible. Et c'est ça où on s'est dit, mais est-ce que... Et ça rappelle l'autre leader de Bayamulenge, Azanga Soubewa, qui à l'époque, lorsqu'il y a eu des morts à Gatumba, il a traité l'État congolais d'un État voyou. Je m'en souviens. Que c'est un État voyou. C'était pendant 1+4. L'État que lui dirigeait en tant que vice-président pendant le 1+4. Et c'est ça où ça pose le problème de cohabitation, les problèmes d'intégration, les problèmes de vouloir vivre en commun. Moi, je crois que si nos frères veulent vivre comme tout Congolais, ils doivent vivre en harmonie avec tout le monde et ils doivent se considérer comme entièrement comme Congolais et non comme des Congolais à part. Est-ce que vous pensez aussi que cette histoire de nommer un chef coutumier qui serait Nyamulenge, c'est ce qui a posé le problème finalement? Parce qu'il y a ceux de Babembe et de Bafuliro qui sont extrêmement contre cette procédure de nommer un chef coutumier qui n'est pas, je veux dire, qui ne soit pas originaire du territoire de Minembwe. Mais c'est ça toute la provocation. Oui. C'est toute la provocation. C'est qui est ministre de la décentralisation, qui était là quand il y a eu une nomination de ce ministre-là. Oui, mais c'est tout ça qui met l'opinion congolaise mal à l'aise. Pourquoi on a maintenu Moïse Azarias, ministre de décentralisation. Alors qu'on sait que c'est lui l'accord de point sensible de ce côté-là. Oui. Les gens sont mécontents qu'il soit là. Voilà, parce que ça crée des soupçons. On s'est dit, est-ce qu'il est là pour une mission? Ouais. On dit qu'il est diplômé de la décentralisation finalement parce qu'il se retrouve là depuis très longtemps. Oui, ça met mal à l'aise parce qu'il y a un problème. Et là, à Minembwe, il se retrouve jugé parti. En même temps. Hein? Il se retrouve jugé parti et ça met les gens. Et ça ne va pas faciliter les choses. Donc, quand nous en appelons au dialogue aujourd'hui, quand les Maï ou les autres peuples bafoulés ou je ne sais pas quoi vont se retrouver pour le dialogue, et ils ont en face celui qui doit gérer le territoire, le ministre de l'administration, il est jugé parti, ça va compliquer les choses. Alors, ça va compliquer les choses. Des questions, monsieur le professeur, et peut-être des inquiétudes aussi. À Maïndombe, il y a eu des problèmes ethniques. On n'a pas nommé un chef coutumier qui était d'un parti ou d'un parti au procès. Au niveau des Niélé, on n'a pas nommé un chef coutumier. Au niveau de beaucoup d'endroits, on n'a pas nommé des chefs coutumiers. Mais pourquoi, quand il s'agit d'un problème au niveau de Minembwe, on va nommer un chef coutumier qui appartient à une tribu ou à une communauté qui est en problème? Mais les chefs coutumiers, on ne les nomme pas. Je ne comprends pas pourquoi ils les ont nommés. On est dans ce pays depuis qu'on nomme les chefs coutumiers. C'est la communauté qui désigne son chef. Et les chefs, c'est les droits de sang. Un chef coutumier, le fils du chef. En tout cas, chez moi, ça se passe comme ça. Naturellement, c'est comme ça. Partout, ça se passe comme ça. Et l'État ne vient que reconnaître ses chefs.
qui a été présenté par sa communauté. On n'a pas un chef coutumier que les gens ne connaissent pas. Mais c'est ce qui s'est passé, malheureusement, là-bas. Mais alors, est-ce on va finalement terminer ce débat. Est-ce que, monsieur le professeur, vous pensez que Félix Tshisekedi a un rôle historique à jouer dans cette partie de la République? Cette question de Minembwe, ça va déterminer l'avenir politique de Tshisekedi. C'est ça qui va, au-delà des problèmes économiques, des problèmes sociaux, c'est ça qui va déterminer l'avenir politique de Tshisekedi. Je ne sais pas s'il en est conscient. S'il ne gère pas ça très bien, pendant sa campagne, il a promis de ramener la paix. Deux, à Bukavu, il a dit, je suis prêt à mourir pour la paix. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Moi, il y a comme un paradoxe dans ce discours-là. Quand il dit, je suis prêt à mourir pour que la paix revienne au Congo, c'est en invitant les armées étrangères. Alors là, ce serait une mauvaise réponse à la bonne question. Voilà. Donc, je crois que c'est une question très délicate pour lui, c'est une question très importante pour les Congolais, et les Congolais, surtout les Congolais de ces provinces-là, de ces contrées-là, ils observent. Ils observent. Ils sont déjà assez morts. Les gens sont morts. Je crois que chaque famille du Kivu, du Grand Kivu, a perdu soit un ami, soit un frère, soit une tante, soit un membre de famille proche ou éloigné. Le Maï-Maï notamment, ils pleurent, ils disent qu'ils ne veulent pas mourir comme leurs frères. Chacun connaît au moins quelqu'un qui est mort dans ces circonstances-là. Oui, oui. Et le plus grand dossier qu'on attend d'un chef d'État aujourd'hui, c'est ramener la paix au Congo. Au-delà du manger, au-delà du social, c'est d'abord la paix au Congo. Parce que tant qu'il n'y aura pas la paix, et surtout dans ces provinces-là, les Congolais ne vont pas démarrer. Alors, mais maintenant, est-ce que le président, lui, il a été informé par ses équipes, il faut dire, ses équipes constituées des généraux, constituées des experts militaires, qui lui ont dit que la solution viendrait du fait de responsabiliser ceux-là qui sont concernés dans le problème? Ça aurait beaucoup plus une autre connotation. Par exemple, nous supposons que c'est le Rwanda qui nous dérange, qui nous agresse. Alors, il faut responsabiliser à ce Rwanda il faut responsabiliser à ce Rwanda la question de la sécurité à l'Est. Est-ce que ce n'est pas un piège totalement? On ne résout pas les problèmes avec ceux qui l'ont créé. Ceux qui ont créé les problèmes que nous connaissons depuis 25 ans, c'est le Rwanda. C'est le problème du Rwanda qui a été transposé au Congo. Les gens s'étonnent que Kabila a fait 18 ans. Si on ajoute 3 ans de son père, ça peut être une vingtaine d'années au pouvoir et qui n'osent jamais résoudre le problème. Ils ne peuvent pas résoudre ce problème. Parce qu'ils sont le problème en question. Ils sont le problème en question. Comme je disais ici, ce sont eux qui ont ramené la guerre au Congo. Avec des accointances. Et ces accointances ne pouvaient pas leur permettre de résoudre le problème. Tshisekedi, c'est le fils de Tienne Tshisekedi. Félix, c'est le fils d'Étienne. Et on connaît Étienne Tshisekedi. On connaît son combat. On connaît sa logique. Tshisekedi n'a jamais voulu prendre les armes dans sa pays. Alors, il ne faudrait pas que Félix commette l'erreur d'assumer ce qui n'a rien à voir avec lui. Tout ce qu'on a connu depuis 25 ans, Félix n'a rien à voir avec ça. Alors, il doit venir avec une approche pour pouvoir résoudre le problème de façon durable. Et l'approche que moi je privilégie, c'est le dialogue. Et non, le dialogue. Et non une défense conjointe. Non. Mais ça ne marchera pas. Ça va créer. Je vous dis, si cette armée entre au Congo, comme on le dit, d'abord, on ne saura pas le contrôler. Vous savez, la MONUSCO s'est réservée. Mais la MONUSCO connaît mieux ce pays sur le plan sécuritaire. Parce qu'ils sont là depuis plusieurs années. Ils sont là depuis 60. Ils se sont réservés. Ils ont dit, nous n'avons pas mandat de venir appuyer une force conjointe. Nous sommes venus appuyer les FARDC. Et ils révèlent la responsabilité des FARDC de sécuriser son pays. On ne peut pas aller chercher ceux qui ont créé ces problèmes-là pour les résoudre. Ça n'a jamais marché nulle part. Ça ne marchera pas. C'est comme un père qui va demander à celui qui a violé sa fille de venir protéger sa fille. Je ne comprends pas. La logique, je ne comprends pas. Donc, c'est très complexe et je dis, cette affaire-là, c'est l'avenir, c'est tout l'avenir politique de Félix Tshisekedi qui se joue. Est-ce qu'en regardant sa politique, vous pensez que le président est au courant de ces dangers ou il est ignorant tout simplement? Non, mais comment on ne peut pas traiter le président d'ignorant? Le président, c'est le Congolais le mieux informé. Donc il le fait. Non, on a mes consciences. Non, mais c'est la décision qu'il a prise, c'est la décision que ses conseils lui ont donnée. Mais je crois que. Est-ce qu'il n'est pas piégé par son environnement? On sait qu'il est dans une alliance avec Kabila. Alors pourquoi le faire assumer? C'est tout ça aussi. Pourquoi le faire assumer ce que Kabila n'a pas pu assumer pendant tout ce temps?
Kabila n'a jamais invité les forces conjointes. Pourquoi lui, il veut le faire aujourd'hui? Non, mais Kabila, ça à chaque fois que vous vous rappelez, lorsque Kabila a invité les Rwandais, pas une force avec les Ougandais, mais il a invité les Rwandais ici, et ce qui a justifié la bourde de Kagame, de Kamere, jusqu'à ce que Kamere quitte Kabila, c'était ça. Oui. C'était ça le problème. Et on se demande aujourd'hui l'attitude de Kamere. Kamere, à l'époque, président de l'Assemblée nationale, a dit, et ressortissant du Kivu, parce qu'il s'agissait de son coin, où il a sa base, il a dit on ne peut pas inviter des Rwandais parce qu'il a connaissé les conséquences. Oui. Il savait que les Rwandais peuvent commettre des massacres. Mais pourquoi il est silencieux aujourd'hui? Quand on appelle la même chose, pire d'ailleurs. Prochaine marque. Alors, monsieur le professeur, est-ce qu'il c'est vrai qu'il y a des Congolais qui pensent que Félix Tshisekedi a trahi la mémoire de son père? Il y a des gens qui pensent que Félix a trahi le combat d'Étienne Tshisekedi, d'abord, en faisant alliance avec Kabila, que son père ne pouvait jamais faire. Deux, en appelant Kagame, que son père traitait totalement des lieutenants des Occidentaux, ceux qui voulaient balkaniser ce pays. Et trois, en appelant une force conjointe, des forces conjointes ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont totalement tort ou les faits donnent raison à ces gens-là? Bon, je ne parlerai pas de trahir la mémoire de Tienne, mais je dirais qu'il a commis des erreurs. Il a commis des erreurs parce que, bon, la fin justifiant les moyens, il avait l'ambition de venir aux affaires, de devenir président de la République. Il ne pouvait pas le devenir sans Kabila, il ne pouvait pas le devenir sans Kagame. Moi, je dis... Comment ça, il ne peut pas devenir sans Kagame et sans Kabila? Non, mais vous avez suivi les élections. À l'issue des élections, Kagame était président en exercice de l'Union africaine. Il était contre la Russie de Félix. Oui, mais vous avez... Il s'était opposé. Oui, mais... Non, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'au départ, il n'a pas compris, Kagame n'a pas compris. Mais après, lorsqu'il a expliqué, il s'est ravisé. Et Kagame était le premier à tirer bénéfice de l'avènement de Tshisekedi. Dis-moi aujourd'hui, de tous les pays amis du Congo, qui a tiré bénéfice de la présence de Tshisekedi au pouvoir? C'est Kagame. Comment? Rwandais. Bientôt, ne vous étonnez pas que Rwandais, avec la catastrophe qu'on connaît avec les avions, ne vous étonnez pas que Rwandais puisse desservir les lignes domestiques congolaises. Des contrats ont été signés. Et aujourd'hui, Kagame est arrivé à Kinshasa. On ne l'a jamais vu. Kagame est venu ici. Et vous savez, Kagame est venu aux obsèques de Tshisekedi. Il n'est pas venu au deuil. Il est arrivé, ils sont allés faire une réunion. Ça peut paraître cynique. Le père de Félix est mort. On vient le voir, mais ils vont signer des accords à sceller. Voyez-vous? Donc, la question. Donc, je dis, Tshisekedi, la fin justifiant les moyens, Tshisekedi est dans la même logique que Mouzé. Mouzé était tranquille chez lui, on a vu le chercher, il dit, ben Mouzé, toi tu voulais chasser Mobutu, mais viens, voilà, on donne l'opportunité. Il dit, ouais, pourquoi pas? Il arrive, il trouve une armée qui est déjà constituée, des jeunes... Croyons changer le voilà. choses. Il dit, ok, je joue le jeu jusqu'à Kinshasa et je sais ce que je vais faire. Malheureusement, ça a mal tourné. Félix est dans la même logique. Félix ne peut pas se débarrasser de Kabila aujourd'hui, il ne peut pas se débarrasser de Kagame aujourd'hui. Mais il joue le jeu, il attend jouer le jeu. Lorsque Félix Tshisekedi dit, s'il faut mourir pour que la paix revienne, allez, je suis prêt à mourir. Ça vient d'où? Qui lui a parlé de la mort? C'est qu'il en sait trop maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il est dans la même logique? Vous dites exactement, vous dites Laurent Désiré Kabila. Est-ce que lui aussi s'est retrouvé dans une situation où il ne peut plus avancer trop loin, vu la compromission, disons le niveau de la compromission, et il choisit carrément la mort ou faire marche arrière? Peut-être. Et c'est ce qui lui coûte un peu tout ça. Je ne sais pas pourquoi il parle de la mort. Qui lui a dit ça? Peut-être nous, personne ne soupçonnait qu'il était en danger. Oui. C'est qu'il en sait beaucoup maintenant. Oui. C'est qu'il est maintenant assez informé. Maintenant, quelle attitude il va adopter? Il va adopter l'attitude de Mouzé, où il va être beaucoup plus acrobatique. C'est pourquoi moi j'ai choisi la voie du dialogue. Alors, dialoguer avec qui? Avec tous les acteurs. Qui constituent le problème aujourd'hui? Il a dit aux Nations Unies, tu sais qu'il a dit dans son discours, je me rappelle dans son discours aux Nations Unies, il a dit, vous avez besoin du coltan, vous avez besoin de... Pour parler aux firmes internationales, comme je disais, parce que c'est aussi le problème. Si vous avez besoin du coltan, si vous avez besoin de minerais, si vous avez besoin de richesses, nous on a besoin des usines. Voilà, ça c'est une piste. On a besoin d'usines. Au lieu d'installer les usines au Rwanda et venir voler les minéraux au Congo pendant la guerre, venez installer tranquillement les usines chez nous, donner du travail aux Congolais, vous allez gagner, c'est gagnant-gagnant.
Ce qu'il a dit, ça c'est d'une part. Maintenant, avec le problème des frontières rwandaises n'a pas commencé aujourd'hui. Mais l'ampleur que ça prend aujourd'hui... Mobutu a géré ça par le dialogue. Mobutu a géré ça par le dialogue. Ça a toujours existé. Quand Mobutu disait, après moi c'est les déluges, ce n'était pas forcément par méchanceté, parce qu'il connaissait la complexité de problèmes. Et il connaissait Mouzé. Il connaissait où Mouzé est allé s'engouffrer. Il savait. Ce n'était pas par méchanceté. Alors, monsieur le professeur... Parce qu'il a toujours... On reproche à Mobutu d'avoir engagé Bissingimana comme directeur de cabinet. Mais c'était parmi les stratégies. Oui, on ne peut pas tout gagner. Mais il a choisi... C'est Bissingimana qui a donné les tickets à toutes ces personnes de prendre un peu de l'ampleur dans l'administration, de s'infiltrer petit à petit dans l'armée, jusqu'à ce que l'éclosion de 96 arriva. Non, mais ça fait partie de stratégie, de sa manière de gérer les choses. Mobutu avait très bien géré ces dossiers. On ne peut pas tout gagner. Entre les... Je dis ici, il y a deux façons de gagner la paix. Les armes ou les dialogues. Mobutu a choisi les dialogues. A choisi de gérer. Vous ne pouvez pas tout gagner. Si demain, vous leur donnez bon, vous voulez quoi? Bon, prenez ça. Pourvu que ça n'apprête pas, ça ne puisse pas contredire les intérêts de la nation. Il a fait certaines concessions, bien sûr, que ça porte entrave à l'intérêt national. Mais ça a permis que le pays soit en paix. Lorsqu'il s'est targué d'avoir pacifié le pays, c'était ça aussi. C'était ça aussi. Vous voyez que Félix avoir cette étoffe? Tout le monde est venu jeune. Lui, d'ailleurs, il est venu à 50 ans, plus de 50 ans au pouvoir. Mais Mobutu est venu à 30, 35 ans au pouvoir. Kabila est venu à 30 ans, 29, 30 ans au pouvoir. Voilà. Tout le monde est venu. Si on peut venir, mon Lumumba avec ma belle autour de 30 ans. Donc, on peut venir jeune, on peut venir inexpérimenté, mais si on est un homme d'État, on sait s'assumer. Alors, monsieur le professeur, on a terminé cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de Maï Maï aujourd'hui, nos frères Maï Maï? Pensez-vous qu'ils doivent entendre la voix de la raison, ou pensez-vous qu'ils doivent continuer à se protéger pour ne pas finir comme leurs frères ou leurs sœurs tombés, tués, assassinés? Il faut dialoguer avec eux. Il faut dialoguer avec eux. Il y a pire que les Maï Maï qui sont devenus des généraux ici. Il y a pire que les Maï Maï qui ont tué. Il y a pire que les Maï Maï qui continuent à piller d'ailleurs les richesses du Congo, qui ont leurs armées dans l'armée. C'est connu, on sait. Mais on fait avec, on ferme les yeux, on les laisse, ils sont blanchis, on ne veut pas les traduire devant la justice, on ne veut pas qu'il y ait une justice spéciale pour le Congo, pour traquer